Alors là, je suis devant un hôtel païen, un hôtel qui est dédié au Gaucho Gil. Et en fait, des hôtels comme celui-ci, il y en a partout en Argentine. Et les gens du village viennent régulièrement lui faire des offrandes, et en espérant que Gauchito Gil va les aider à se porter mieux, mais également leur porter bonheur. Donc Gauchito Gil, moi aussi je compte sur toi. J'espère que tu vas me porter bonheur sur ce magnifique voyage. J'ai vraiment trop hâte d'aller à la découverte de la mode argentine, d'aller rencontrer des artisans traditionnels et modernes. Mais là, je commence mon voyage dans une ville très spéciale, Buenos Aires. C'est la ville la plus européenne de toutes les villes d'Amérique du Sud. Bon, bah c'est parti! Drapeau albicéleste, portrait de Messi ou Maradona, danseur de tango, pas de doute, je suis bien en Argentine. Les rues de Saint-Elmo, l'équivalent porteño de Montmartre, débordent de vie et de chaleur humaine. J'aime ton style. Oh, merci beaucoup. Je cherche le meilleur café du quartier. C'est ici. Et de loin. Ah oui? Vraiment? Ah ouais. C'est très bon. En plus du meilleur café, j'ai le droit à une des plus belles terrasses du quartier pour le déguster. Au fil des années, Saint-Elmo a su conserver son identité bohème et engagée. Dans le quartier Congresso, au centre de la capitale, je veux absolument rencontrer les deux sœurs de chez Maidana, Silvia et Adriana. Elles fabriquent de façon artisanale des chapeaux, un accessoire très important dans la culture argentine, notamment utilisé par les gauchos lors de leur sortie à cheval. Ma sœur et moi sommes la 4e génération de la famille Maidana à gérer cette entreprise. Et la première génération de femmes. Car avant, c'était le travail exclusif des hommes et on n'avait pas le droit d'intervenir. Donc il n'y avait que des hommes qui faisaient ce travail ici. Eh bien, la vie a changé. Maintenant, il n'y a plus de genre. Et nous voilà, des femmes autonomes. Celui-ci est notre produit phare. C'est un chapeau créé par mon père. Il s'appelle le cœur de poulain. Il est bien campagnard. Il a connu un énorme succès. De nos jours, c'est toujours le chapeau le plus vendu ici. Il a été créé à la demande de l'Association argentine de chevaux créoles pour se distinguer lors des défilés. J'ai lu qu'il y avait des chapeaux différents en fonction des régions. C'est quoi les différences en fait? Eh bien, celui-ci est plutôt utilisé dans le nord de l'Argentine, à Salta, Jujuy, un peu à Santiago del Estero, à Catamarca. Dans toute cette zone-là, c'est le chapeau à bord large. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi grand? C'est parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, j'imagine? Selon la zone géographique de l'Argentine, ils utilisent un bord plus ou moins large. En Patagonie, ils le portent avec un bord court. À cause des vents. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de vent en Patagonie, tout à fait. Bien sûr, à cause des vents. Par exemple, dans la pampa humide, ils le portent avec un bord plus large. Les Brésiliens aussi. Les éleveurs brésiliens l'adorent et l'utilisent avec de larges bords. En Uruguay également.
Ok. Donc en fait, si je vois arriver un gaucho là sur son cheval, en fonction de son chapeau, je saurai d'où il vient. Non, ils ne peuvent pas venir ici, car la traction animale est interdite en ville. Mais on peut deviner la zone grâce au chapeau. Ok. Et tout est vraiment très artisanal. Tout est fait à la main, tout est artisanal. Nous sommes les Stradivarius du chapeau. C'est ça, exactement. Pour te donner une idée, il nous faut plus ou moins une semaine pour fabriquer un chapeau. Ok. À cause de toutes les étapes que nous allons t'expliquer. Si tu veux, on peut commencer à prendre tes mesures. Ok. Perfecto. Parfait. Je te préviens, on utilise un appareil spécial. Il est possible que tu y perdes un peu de matière grise. Non mais c'est quoi cette machine? Regarde ça. Non mais vous allez pas me mettre ça sur la tête quand même. Maintenant, je vais prendre la mesure. Non, ça ne fait pas mal. Tu exagères. Très bien. C'est fini. Tu as survécu. Merci. Regarde ta petite tête. Mais non, c'est pas ma tête ça. Si, si. C'est un œuf mais très long. Hein. Ou en avocat. Il faut maintenant retourner à la maternelle et apprendre à découper. C'est quoi ça? Ça va prendre la forme de ma tête. Et ça, c'est la forme de ma tête. Voilà. Je le resserre pour que ça ne bouge pas. Non mais qui est-ce qui a inventé ça? Toutankhamon, j'en sais rien, moi. Ça a plus de 200 ans. Alors, verdict. 55 et demi. C'est pas mal? C'est bien? Oui, c'est une taille 4. Ok. Ce sont les moules qui sont utilisés pour fabriquer des chapeaux. Ici, nous avons les modèles les plus utilisés. Les moules sont tous en teck massif. Ils sont tournés dans du bois massif. Ça pèse vraiment. D'accord. C'est très lourd, tu vois. Ah oui, ça pèse. Et ça, c'est fait sur mesure pour vous? Ces moules ont plus de 200 ans. Ça a plus de 200 ans? Oui. Ah oui, donc c'est vraiment ceux qu'utilisaient aussi. Oui, on en prend soin comme s'ils étaient en cristal. Et ici, pour chauffer l'eau, on a la marmite des sorcières. Mais il ne reste plus que 2 sorcières. Ah si, ouh là là. La vapeur sort, on met la cloche ici pour qu'elle ramollisse, pour pouvoir la modeler. Oh, ok, d'accord. On la met comme ça, et une fois que c'est ramolli, on met le moule comme ça, On a vraiment la forme. ici. Pour qu'il finisse comme ça. Ah, Il faut qu'il soit bien à ras. ah oui. C'est ça qui donne la taille. Ok, donc il faut quand même de la force. Et là, il prend la forme du moule correspondant à chaque modèle. Ok. Après, ça passe entre les mains de Daniel. Voilà, bonjour Daniel. C'est notre modéliste. Ah ouais, c'est très artisanal. Tout est fait avec des machines très anciennes, non? Oui, très ancienne, comme les propriétaires. Adriana et Sylvia ont grandi dans ce quartier historique. Elles se souviennent de leur enfance heureuse, passée dans l'atelier familial, au milieu des chapeaux et des clients. Avant, vous viviez au-dessus de l'atelier, non? Oui. En haut, oui. C'était la maison familiale.
Et tous les jours, vous descendiez? On descendait et on montait les escaliers. On était bien. Et on était jeunes, À jouer avec les feutres, avec les rubans, nous faisions des tresses. Et vos enfants ne travaillent pas avec vous? Non, ils ont travaillé avec moi pendant un certain temps, jusqu'à ce que ma fille obtienne son diplôme d'avocate. Et mon fils est parti très jeune. Il avait 21 ans. Il voulait visiter l'Europe. Il sait très bien fabriquer les chapeaux, parce que c'est mon père qui lui a appris. Oh, dommage. Il ne veut pas revenir. Non. C'est dommage que nos enfants ne veuillent pas nous succéder. Mais l'entreprise n'est pas obligée de disparaître. On peut la vendre, ça peut continuer. Elle peut sortir de la famille. 4 générations, c'est déjà pas mal. Dans la vie, tout a une fin. Et un prix aussi. Tout a une fin. Et c'est très bien. Tout a une date de péremption. Il faut savoir admettre que ces cycles ont un temps et laisser la place à la nouveauté, à la nouvelle génération, à une nouvelle étape. Et ça fait partie de la vie. En attendant, nous restons à l'avant-garde et à la pointe de la bonne tenue vestimentaire. Chan, chan. C'est dans le quartier Bobo Chic de Palermo que je poursuis ma route. Sur les étals des marchés d'artisans, je repère l'incontournable poncho. Habit traditionnel, originaire des Andes, c'est le vêtement d'Amérique du Sud par excellence. Ces ponchos sont des pièces uniques. Ils sont fabriqués à la main, dans un atelier, sur un métier à tisser créole. Ils sont tous faits à la main. Je vais vous montrer comment ils se portent. Le matin, ça se met comme ça. Le matin, quand il fait froid, en prenant le maté ou le café. Après, tu as la manière traditionnelle de porter le poncho. Comme ça. Comme ça, tu peux bouger. Et si tu vas monter à cheval, tu le mets comme ça, et tu peux monter. Et puis, Clint Eastwood, dans Le Bon, la Brute et le Truand, il a décidé de porter son poncho de cette manière. C'est polyvalent. Très polyvalent. Et élégant en plus. Et élégant. À quelques pas du marché, je viens rencontrer Adriana. Elle ne fabrique pas de poncho ou de pull, mais s'attache depuis plusieurs années à mettre en valeur le travail d'artisans argentins. Je la retrouve dans la boutique de sa marque, Animana. Enchantée. Enchantée également. Oh, c'est un honneur de t'avoir ici à Buenos Aires chez Animana. C'est un plaisir d'être ici dans ta belle boutique. Mais en fait, c'est plus qu'un simple magasin. Adriana est aussi à la tête d'une ONG appelée Hecho por Nosotros. Son but, valoriser le travail et les savoir-faire d'artisans autochtones et les circuits courts, afin d'assurer de bonnes conditions de travail et une rémunération juste pour les femmes et les hommes qui confectionnent dans leurs ateliers ces magnifiques vêtements. Animana nous permet d'être indépendants et de faire ce travail nous-mêmes. Nous n'imposons pas de solutions. Nous les cherchons avec les artisans. C'est une manière de tester le concept. À partir de là, avec Hecho por Nosotros, on a créé une université d'art et d'artisanat
qui accueille des artistes, des femmes, des jeunes du monde entier, afin de comprendre les problématiques et les défis locaux. Ça nous permet de saisir cette énorme opportunité que nous avons, c'est-à-dire une nouvelle économie créative et circulaire basée sur un modèle régénératif. Tu montres vraiment en fait au marché qu'il existe une autre façon de faire les choses, en mettant en avant que la mode, c'est pas juste de la consommation, mais c'est également d'agir de la bonne façon, Oui, en tant que collectif. oui, et je pense qu'en tant que société, nous devons vraiment renouer avec la façon dont nous nous habillons, avec chaque vêtement, et ainsi renouer avec notre âme. Non ? Oui. Et les artisans nous inspirent, car il y a une âme derrière chacune de ces pièces. Il y a une pièce qui a vraiment retenu mon attention, c'est celle-ci, ce poncho. Il est incroyable. Oui, C'est vraiment un chef-d'œuvre. parce que le poncho est si argentin, si beau. Un gaucho sans poncho, c'est pas un gaucho. Le poncho, c'est vraiment la seule pièce de la garde-robe que tous les gauchos possèdent, non? Oui, et aujourd'hui, nous l'amenons à la ville pour la vie de tous les jours. C'est très intéressant de voir comment les jeunes et certaines personnes du monde du cinéma ou du monde du sport se réapproprient différemment le poncho. Cela permet donc de remettre au goût du jour le poncho comme une force locale et de donner aux jeunes l'occasion de se reconnecter avec leur propre culture. C'est génial. Et tu travailles avec combien d'artisans en Argentine? Eh bien, cette année, nous avons formé directement plus d'1 millier d'artisans et 300 petites et moyennes entreprises. Vous savez, beaucoup d'entre elles sont déjà organisées autour de leur savoir-faire, mais elles ont de nombreux défis pour développer leur activité sans perdre leur culture. Avec Animana et Hecho por Nosotros et le Centre d'art et d'artisanat, nous les soutenons sur le plan financier, sur le plan marketing, et on les aide à mieux utiliser leurs propres ressources. On les aide à s'organiser et à se développer dans un esprit de collaboration. Alors oui, on est très fiers. À plus de 2000 km à l'est de la capitale, et à 2000 mètres d'altitude, au pied de la cordillère des Andes, Adriana m'emmène à la rencontre des artisans de Catamarca avec lesquels elle collabore. Après la très européenne Buenos Aires, le dépaysement est total. Dans les communautés autochtones que nous visitons, les gens font preuve d'un attachement très fort à leur culture. Et malgré leur relatif isolement, ils essaient de garder vivant leur savoir-faire et leurs traditions. Avant de quitter la région, une dernière étape s'impose. Nous rendons visite à Armando. Comme ses parents avant lui, il élève des lamas qui lui fournissent une laine d'exception. Et aujourd'hui, au premier jour du printemps, c'est jour de tonte. Ah ouais, là, c'est vraiment l'heure de la coupe. L'opération est indolore pour l'animal, mais particulièrement stressante. Les éleveurs de la région ont d'ailleurs mis en place des protocoles précis pour réduire au maximum la durée de la tonte et épargner l'animal. Armando, combien de temps ça te prend? Tu fais ça en combien de minutes?
En le faisant tranquillement, ça me prend 5 minutes. Ah oui, c'est rapide. Et combien de fois par an? Ils sont tondus tous les 2 ans. Ok. Ça fait le plus dur. Bravo. Great. Mais regarde, t'es toute légère là. On le pose sur la table. Là, ce qu'il faut faire, c'est secouer la toison pour évacuer les impuretés végétales ou de terre. De plus, on cherche sur cette partie tous les défauts, des choses comme ça. Tous ces petits bouts, on les met à côté dans la catégorie bordure. Une fois qu'on s'est assuré qu'il ne restait plus rien de ce côté, qu'il n'y a plus d'impuretés dans les fibres, on retourne la toison et on passe à l'autre côté. Ok. On la retourne. Et là, c'est pareil. Ah ouais, il y en a plein de ce côté-là. Ici, il y a généralement plus d'impuretés, car c'est la partie en contact avec le vent, le froid, la pluie. Comme l'animal est toujours dans la nature, il s'allonge par terre, il se frotte et il amasse des saletés. Et la qualité, elle est différente, que ce soit la tête du lama, son corps ou ses jambes? La partie inférieure de la toison qui comprend le bas, les extrémités des pattes de l'animal, on l'enlève. On la coupe à la main et on retire toute cette partie du bas, car elle est généralement plus rêche. Ah oui, ça se sent. Ok. Tu vois la texture? En touchant là, par contre, c'est beaucoup plus doux. Ah ouais, c'est plus fin. Beaucoup plus doux. Plus doux. Beaucoup plus moelleux. Tout ça, c'est la toison rêche. Ah ok, donc on sépare les deux parties. Et ça va dans un autre sac. Ah ok. Different use. C'est pour des utilisations différentes. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des couleurs qui avaient disparu. Enfin, que notamment, il y avait une vraie demande pour le blanc. Et donc, en fait, les éleveurs ont commencé à faire beaucoup de blanc. Et du coup, là, c'est plus difficile de trouver du noir, du marron. Il y a quelque temps, avant, précisément dans la province de Jujuy, il y avait une forte demande pour la fibre blanche. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à teindre? Bien sûr, car on peut obtenir une grande variété en colorant la fibre blanche. On peut obtenir toutes les couleurs. Ici, la politique de ceux qui élèvent des camélidés et produisent de la fibre à catamarca, c'est de rechercher la plus grande diversité de couleurs, mais toujours naturelle. On essaie donc d'avoir une gestion de la reproduction pour obtenir des animaux de couleurs unies. Des blancs, tout blancs, des noirs, tout noirs, des marrons, tout marrons. Mais il existe également un marché pour des couleurs naturelles mélangées. Chez Animana, on travaille avec toute la gamme de couleurs. Blanc, noir, beige, taupe. C'est la grande richesse du lama et de l'alpaga. Et c'est ce que nous devons retrouver grâce aux communautés et leur manière de travailler beaucoup plus artisanale. Donc maintenant qu'on a notre belle laine, on fait quoi? C'est quoi la prochaine étape? Pour la prochaine étape, on va à l'atelier. Et là, on va te montrer comment on prépare la fibre à travers un processus de cardage et de filage. On retire tout ce qui ne sert pas pour fabriquer le fil. On le met de côté, ça servira à autre chose. Et après, on commence le filage. C'est parti? On y va? Vamos.
Et voici ce que nous faisons. On refait un contrôle et on retire les dernières impuretés. Et on retire aussi la partie dite brûlée, celle détériorée par le contact avec le vent, le soleil, la pluie. On va faire ça avec tout là? C'est un travail de fourmi, mais il faut le faire. Ah, mais moi j'ai faim là, faut qu'on aille déjeuner, non? C'est pour faire du bon travail. Ah ouais, mais c'est du boulot tout ça. Et pour faire un produit artisanal. Ça prend énormément de temps. Et ça prend combien d'heures du coup de faire les 2 kilos? Si on ne fait que ça, 2 jours. Ou peut-être un peu plus. Oui, 2 jours. Mais ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on prépare, je ne sais pas, 500 grammes, plus ou moins. Et on les file. Et puis quand tu as fini ça, tu reviens trier et tu recommences. Ok. C'est pas tout en même temps quoi. Je peux essayer? Si? J'enlève ça? Ok. En fait, c'est toutes les parties qui sont pas parfaitement parfaites. J'avais pas réalisé à quel point c'était un travail de patience. Ça prend des heures, voire même des jours. Mais bon, c'est ça qui explique aussi la qualité finale du produit. Et tout ce travail, c'est Manuela qui nous l'a appris. Ah, l'experte. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. La vérité, c'est que, C'est un luxe. à partir de 7 ans, on savait tout faire. On savait filer, tisser. Ah oui, vous savez tout faire, toutes les parties. On peut passer à la suite? Ok, on passe à la prochaine étape. Ça, c'est la terre de vos ancêtres? Non, c'est mon père qui la loue. Nous autres, on vivait dans les montagnes. Tu vois les sommets là? De l'autre côté, on y a encore des animaux. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu de ce côté-là, du coup? Je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. J'entrais en 6e et il n'y avait pas de collège là-haut. Okay. Mes parents ont donc décidé que, pour que je continue l'école, on allait s'installer ici, à Santa Maria. Okay. Et on est arrivé avec toutes nos affaires, on a emmené quelques chèvres, quelques lamas et quelques moutons. Et les animaux, les lamas notamment, ils se sont bien acclimatés à cette météo? Parce que normalement, ils sont beaucoup plus hauts en altitude. Ici, à cette altitude, avec ce climat, pour la production de fibres, ce n'est pas idéal. En raison des températures qui sont plus élevées, ça fait que l'organisme du lama ne stimule pas la croissance des fibres. Ah oui, donc ça pousse pas beaucoup, quoi. Alors que quand ils sont là-haut, parce qu'il fait plus froid, le corps veut se protéger. Il est intelligent. Oui, il développe plus de fibres et surtout plus fines. Et le lama, c'est vraiment, quand on pense à l'Amérique du Sud, on pense tout de suite au lama. C'est quoi ses spécificités? En quoi il est si unique? Le lama représente beaucoup pour ceux d'entre nous qui vivent de cet élevage, de la valeur ajoutée de ces animaux et de cette production. L'objectif est que cela, cette valeur ajoutée, cette culture perdure. Perdure pour les générations à venir. C'est pourquoi, par exemple, il existe plusieurs formations qui se font dans différentes communautés. Il s'agit toujours de transmettre cela et de préserver l'héritage de cette culture du travail. Il est important que nous puissions y arriver. J'ai une question très importante. Comment est-ce que je fais pour faire un câlin à un lama?
En fait, ils ne sont pas habitués à ça. Pour pouvoir les toucher et les serrer dans nos bras, il faut les habituer dès le plus jeune âge. Ah, ok, ça. Ils me connaissent pas, donc ils voudront pas, c'est ça? Mais je peux essayer? On peut essayer. Las corremos. ¿Sí corremos? No. Un poco y... À quelques heures de route de Buenos Aires, San Antonio de Areco est un parfait exemple d'architecture coloniale. Mais la ville est surtout le cœur battant de la tradition des gauchos. On y trouve notamment de nombreux plateros, des orfèvres travaillant l'argent. Ils produisent des pièces qui orneront les tenues des gauchos et leurs chevaux lors des fêtes traditionnelles. Mariano Draghi, formé à San Antonio de Areco par son père, puis à Florence en Italie, est sans doute l'un des plateros les plus réputés du pays. Voilà. Je me suis à moitié sali, mais bon. Tout ça fait partie d'un ensemble pour un cheval. Ça va sur la tête. Et ça, c'est ce qu'il porte sur la poitrine. Ok. C'est comme un collier. C'est ça. Mais je suis en train de créer un nouveau design. C'est assez classique, mais bon, je vais aussi y apporter ma touche personnelle, évidemment. Ça, ce sera cette partie du dessin, et je vais te montrer l'autre partie. Ça, c'est ce qui va sur la tête, avec le mors. Là, on peut voir les différentes parties. Ça, c'est le mors que tu vois. Oui, ça va dans la bouche. Oui, dans la bouche. Je crée plusieurs modèles de design. Et ensuite, je choisirai le meilleur pour cette pièce. C'est déjà beaucoup de travail, rien que pour le design. C'est une œuvre qui peut me prendre à elle seule plus ou moins 3 ou 4 ans. Waouh! C'est très long. Oui, mais je ne vais pas travailler que sur cette pièce. Je travaille sur plusieurs choses à la fois. Et d'où vient ton inspiration? Mon inspiration? C'est très complexe. Je ne la développe pas ici. Je la développe quand je sors de l'atelier, dans ma connexion avec la nature. Il y a aussi beaucoup d'inspiration venant de Dieu, non? Il y a beaucoup de croix. Oui, parce que tout est lié. Lorsqu'on se connecte à la beauté, on se connecte également à la vérité. Et pour moi, le Christ est la vérité. Le message du Christ est lié à un chemin spirituel. Pour moi, c'est une feuille de route pour faire le moins d'erreurs possible dans ma vie. Rien d'autre. Je ne suis pas une personne orthodoxe ou religieuse. Je suis une personne chrétienne et totalement convaincue qu'il existe une intelligence cosmique. Et que si on se connecte, comme l'a dit Platon, au beau, au bon et au vrai, on peut être meilleur à tous égards. Et ça marche. Tu veux que je te montre une pièce à ciseler? Cette pièce, on va la ciseler. On va faire l'ornementation. C'est l'une des fleurs du set pour le cheval. Ce que je vais faire, et que j'aimerais bien que tu essaies aussi, pour voir si ça t'inspire, c'est faire la texture des pétales,
pour que ce ne soit pas lisse, que ce ne soit pas bêtement poli. Regarde comment je tiens le ciseau. J'utilise ce doigt pour appliquer une pression et lui donner une direction. Et le marteau se tient toujours bien par le bas, pas comme ça, ok? Tu veux essayer? C'est tout? C'est à mon tour? C'est aussi simple que ça. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui se passe si... Si tu fais une erreur, Oui, si je me trompe. rien, ça se rattrape. Ok, ne t'inquiète pas. Tu veux taper? J'y vais. Allez, vas-y. Il ne va rien se passer. C'est avec ceci, comme ça. Exactement, très bien, très bien. Sans te faire mal au doigt, s'il te plaît. Aïe. Très bien. Non, non, c'est bien. Sens-toi à l'aise. Ok, je vois. Tu peux y aller plus fort. Un peu plus fort? Oui. Tu as vu comment ça marque? C'est ça que tu dois obtenir. Sinon, les pièces restent totalement lisses et elles n'ont aucune grâce. Tu dois voir le passage du ciseau. Mais c'est dur quand même de le mettre exactement au bon endroit à chaque fois. Oui, ça prend du temps, mais peu importe. Si tu passes 5 ans en Argentine, tu feras ça très bien. 5 ans? C'est long! Et tu as des jeunes qui viennent travailler ici pour apprendre le métier? J'ai formé de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps, car je suis dans une autre phase de ma vie. Et je veux en profiter. Mais oui, plus ou moins 100 personnes sont passées par cet atelier. Ok, 100! Oui, 100 au total, sur toute une vie. C'était un peu comme une tradition ici. C'était une sorte d'école d'orfèvrerie. Mais bon, la patience qu'il me reste, je la garde pour mes filles. Ok, je comprends. Tu vas devoir rester ici. J'adorerais. Hein. Je suis peut-être en train de me massacrer une pièce qui vaut des milliers d'euros. Mais bon. Tu t'es formé en Italie et tu es revenu. Et maintenant, tu pourrais en fait travailler partout, à Paris, à Milan. Mais tu es resté à San Antonio. Pourquoi? C'est une bonne question. J'ai une façon de voir la beauté et de m'exprimer très italienne. Mais aussi, j'adore ma terre et je suis fier d'être gaucho. Je me considère gaucho dans l'âme. Il m'est donc difficile d'abandonner cette essence. Peut-être que cette combinaison que j'ai obtenue entre les deux, ça va au-delà du simple confort professionnel. Je pourrais avoir des opportunités ailleurs. Mais bon, je ne reste pas tant à cause de mon identité de gaucho que à cause de l'énergie qu'il y a en Argentine. L'Argentine est un endroit merveilleux. Je ne veux pas tomber dans le cliché de l'Argentin qui dit qu'on est unique, mais en réalité, on n'est pas comme les autres. Je ne pouvais pas visiter l'Argentine sans aller à la rencontre d'un gaucho. Ces cow-boys d'Amérique du Sud qui sont indispensables à l'élevage du bétail dans les grandes exploitations. On estime qu'il y en a encore plus de 100 000 dans le pays. Daniel m'accueille dans l'estancia où il travaille.
Il s'occupe de plusieurs centaines de vaches et de 80 chevaux créoles, comme on les appelle ici. Il continue de vivre selon le mode de vie de ses ancêtres et s'efforce de transmettre cet héritage à ses 2 fils. J'ai vu des vieilles photos de gaucho et les vêtements ressemblent beaucoup à ceux que tu portes aujourd'hui. Bien sûr. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Certaines petites choses changent, elles se modernisent, c'est vrai, mais la coutume reste la même. Donc, quelles sont les différentes pièces de la tenue d'un gaucho? Eh bien, par exemple... Attends, j'enlève ma veste. Voilà. La chemise, au lieu d'un t-shirt, c'est la chemise qui est utilisée. Le foulard, normalement, c'est le foulard qui se met sous le col, comme ça. Quand je transpire, ça va aller dans le foulard et ça ne salit pas la chemise. Et puis, la rastra. La rastra, c'est la ceinture. Elle m'aide à ajuster la taille, mais c'est aussi un ornement. Tiens, regarde la ceinture. Voilà. Rastra. C'est de l'argent. Les pièces sont argentines. Ah oui, c'est une pièce de monnaie. Exactement, de l'année 1882. C'est une vraie pièce. Oui, en 1882, c'était la monnaie en Argentine. Et au centre, ce sont mes initiales. Mon nom, Daniel, et Pereira, mon nom de famille. Donc, le pantalon, c'est la bombacha. On l'utilise tous les jours. Mais c'est un peu ample. C'est un peu ample. Et il doit être un peu large pour être plus confortable. Il ne peut pas être étroit car pour monter à cheval, ça doit être pratique. Mais la partie inférieure, elle est plus étroite. Oui, alors au bout, ça se resserre comme si c'était les manchettes d'une chemise. Et le béret est utilisé, enfin le gaucho l'utilise, pour se protéger du soleil. Ça fonctionne également comme ça. Si je regarde le soleil, je ne peux pas bien voir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Je le pose là, devant mes yeux, et là, je vois mieux. Ça me protège du soleil. Si je suis là, le soleil est là. Je fais ça, je le mets de côté, et je te vois sans problème. C'est génial. Et quand il fait très chaud, ou qu'on est fatigué, on le met en arrière. Donc c'est mieux qu'un chapeau. Je dirais que oui. Tu préfères ça au chapeau? Oui, mais quand le soleil devient plus chaud, je préfère le chapeau. Avec le béret, il y a un moment où il fait trop chaud parce que c'est en laine. Tu vois? C'est de la laine. En France, on a la même chose, le béret. Oui, bien sûr. J'adore. Les cheval, il fait 15 fois sa taille, 15 fois son poids. Ouais, bravo. Je vais les lâcher pour qu'ils puissent manger. Oh, il y a plein de petits. Ils sont mignons, oui. Ils sont trop mignons. Mais les plus mignons, ils sont pour manger. C'est pour ça qu'on les élève. Hello, toi, t'as besoin d'une coupe, toi. Franchement, là, ça va pas du tout. Bon appétit! Allez, allez manger. Et tu es originaire de San Antonio? Oui. Oui, je suis né et j'ai grandi ici à San Antonio de Areco. Ok. Et tu as toujours voulu être gaucho? Ma vie a toujours été en relation avec la campagne.
Avec les chevaux. Les chevaux, les vaches. Mes grands-parents venaient de la campagne, et donc j'ai ça dans le sang. J'ai toute ma vie ici. Et tes enfants aussi. Oui, bien sûr. Et ça va continuer avec leur génération, pour pas que ça disparaisse. Ça va, on est bien là, on est confortable. Et dans des moments. On va où? Nous allons faire un tour dans ce champ pour voir les vaches, car elles sont en train de mettre bas et nous devons voir s'il y a des bébés déjà nés. Elles n'ont pas besoin d'aide pour véler? Si, souvent. C'est pour ça qu'on les surveille. On vérifie que tout va bien. Hello, toi. Il a sorti son petit couteau. Ah, il lui coupe le cordon ombilical. Il l'appelle à sa maman. C'est un mâle. Ok. Je lui ai fait une marque à l'oreille. Maintenant, je le note. Très bien. Et elle va travailler toute seule? Elle va travailler seule, oui. Normalement, cela doit prendre 30 minutes. Et sinon, on appelle le médecin. Mais le médecin, c'est moi. Eh bien maintenant, je vais te montrer comment lancer le lasso pour rattraper un veau. Ok. Ensuite, tu essaieras. Et c'est facile ou pas? Non, pas trop, mais bon. Je vais essayer. Il faut s'entraîner. Ok. Bravo! Ça t'a plu? Ah oui, bien sûr. Tu veux essayer par toi-même? Je peux m'entraîner? Bien sûr. Tu dois essayer de faire en sorte que cette partie reste toujours ouverte. Ok. Il ne faut pas que ça se ferme, Ok. que ça reste toujours ouvert. Ok. Ainsi, ta main flotte et ton poignet fait toujours ce mouvement. Ok, comme ça. Oui. Donc tu accompagnes le lasso pour qu'il reste ouvert. Ok. C'est ça. Et le poignet tourne. Comme ça. C'est bon. Tu y es. Lance-le moi dessus. Oui, lance-le moi dessus. Là. Bon, allez, 1, 2, 3. Ah non, j'ai raté. Hey, c'est ça. Ah oui. C'est bon, je l'ai. C'est pas facile, hein? Non, c'est facile. Hein? Non, ce n'est pas facile.
Ça a l'air trop bon. Maintenant, on va pouvoir manger. C'est délicieux, hein? C'est incroyable. Ah non, mais c'est génial, c'est tellement bon. Qu'est-ce qui te plaît dans ta vie de gaucho? La meilleure partie, c'est ça. Manger un asado. Ah mais tellement. Ah, j'aime tout, j'aime tout. À partir du moment où je me réveille et jusqu'à la fin de ma journée, partager ça, un asado au coin du feu, entre amis. Et tu es heureux de voir que tes enfants veulent perpétuer la tradition? Oui, je crois qu'ils le veulent et j'espère qu'ils le feront. C'est quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est très important. Très important que ça ne s'arrête pas et que ça continue. Que ça continue avec mes enfants et avec leurs enfants à eux. Que toutes ces choses du passé continuent. C'est une très belle tradition. Longue vie au gaucho. Au petit matin, Daniel et ses fils repartent au galop, tels de fiers gardiens de leur tradition. Je leur envie le sentiment de liberté qu'ils ne manquent sûrement pas d'éprouver. Je quitte l'Argentine pour de nouvelles aventures, heureuse d'avoir pu partager un peu de la richesse culturelle de ce pays chaleureux, d'une beauté simple et brute.